Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo sur la chaîne Pâquerettes et Coquillettes. Moi c'est Anne-Sophie, je suis passionnée de lecture depuis toujours et j'avais à cœur de créer cette chaîne pour pouvoir partager cette passion, échanger, discuter avec d'autres personnes autour de ce sujet. Donc sur cette chaîne vous retrouverez des avis lecture, des book hauls, des piles à lire et tout ce qui concerne la littérature en général. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous partager mes meilleures lectures de l'année 2025. Tout d'abord, je voulais vous parler de La 9e maison de Leigh Bardugo. Donc, dans ce livre de fantasy, on va suivre Alex Stern, qui a la capacité de voir les fantômes et qui se retrouve embauché par l'université de Yale, au sein de laquelle 8 sociétés secrètes s'adonnent à la magie pour le compte des puissants. Cette magie, elle est dangereuse puisqu'elle rend plus ténu le voile entre les vivants et les morts. Et c'est pour cette raison qu'Alex est recruté par le Lété, qui n'est autre que la 9e maison, et qui est en charge de surveiller toutes ces sociétés secrètes dans leur usage de la magie. Mais tout ne se passe pas comme prévu, puisque le mentor d'Alex disparaît, un meurtre est commis juste à côté de l'académie, et Alex se voit contrainte d'enquêter sur ce meurtre, et ce qu'elle va découvrir pourrait bien bouleverser l'ordre établi. Alors j'ai adoré ce premier tome, j'ai trouvé que le début était un petit peu déroutant, parce qu'il faut s'habituer au système de magie, et puis aux différentes sociétés qui agissent au sein de l'université. C'est un livre qui est quand même assez sombre et que je ne recommanderais peut-être pas à tout le monde. Il y est question parfois de nécromancie. Alex a un passé très trouble, très torturé. Néanmoins, c'est une lecture qui est hyper addictive. Il y a différents niveaux de lecture, d'enquête, puisqu'on va enquêter sur le meurtre de Tara, on va enquêter sur la disparition du mentor d'Alex, et puis on va en même temps avoir des bribes de son passé qui vont nous permettre de reconstituer son histoire, ce qui rend le récit totalement haletant et, comme je le disais, addictif. L'univers créé par Leigh Bardugo est foisonnant, elle ne ménage pas ses personnages et surtout pas Alex, et moi j'adore ça, j'aime quand les personnages vivent plein de péripéties, quand le récit n'est pas lisse. C'est une lecture, comme je disais, assez sombre, parfois un peu glauque, mais en tout cas qui est très adapté à la saison automnale. J'ai adoré. On va parler ensuite de En équilibre de Morgane Moncomble. Dans cette histoire, on va suivre Lara, qui est passionnée de cirque depuis toujours. C'est un sport qu'elle pratique depuis toute petite avec sa sœur jumelle. Mais cette dernière, à l'adolescence, décide d'arrêter ce sport. Et les parents de Lara, qui ont de grandes ambitions d'études pour elle, y voient la solution parfaite pour qu'elle arrête également et qu'elle puisse se consacrer à ses études. Alors Lara, c'est déjà une très bonne élève. Malgré tout, elle souffre d'anxiété et elle ne l'entendait pas de cette oreille parce qu'elle voulait vraiment faire de sa passion son métier. C'est en Kazé, son rival du lycée depuis toujours, qu'elle va finalement trouver un soutien inattendu. J'ai trouvé ce roman très touchant. Il aborde des sujets de société actuels tels que la grossophobie et l'anxiété, puisque Lara est moquée par certains de ses camarades de classe et même par ses parents qui n'acceptent pas vraiment son poids. Et pourtant, Kazé, lui, quand il décrit Lara, il la trouve absolument sublime et il embrasse totalement son corps et ses formes. J'ai trouvé que c'était intéressant que Morgane Moncomble aborde les choses de cette façon, puisque finalement, on ne parle jamais de la corpulence de Lara en tant que telle. C'est toujours par le regard des autres. Et finalement, on se rend compte que les attentes de la société ne correspondent pas forcément à la réalité des choses et ne sont pas forcément synonymes de bonne santé, puisqu'on décrit Lara comme faisant du sport, étant musclée, étant en bonne santé. Et finalement, cette attente corporelle est vraiment le reflet d'une apparence physique souhaitée par la société et non forcément signe de bonne santé. J'ai trouvé intéressant que Morgane Moncomble mette en lumière la façon dont les parents peuvent se montrer parfois déconnectés des souhaits et de la santé mentale de leurs enfants, puisque comme je le disais, eux ils sont totalement accrochés à l'idée que Lara fasse un certain type d'études, alors que elle, ce n'est pas du tout son souhait. Et je trouve que c'est une bonne manière de rappeler aux parents qu'ils doivent aussi écouter leurs enfants et qu'ils ne font pas des enfants pour justement les voir suivre la voie qu'ils ont choisie pour eux.
J'ai trouvé que Morgane Monconte décrivait vraiment avec justesse les interactions et les réactions de ces adolescents dans cette période qui est une période charnière dans la vie de chaque être humain. L'adolescence, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte qui marque souvent beaucoup de questionnements, beaucoup de découvertes de soi et d'affirmation de son caractère. Et ces personnages étaient vraiment très touchants et très bien campés. C'est un roman que je mettrai entre toutes les mains, non seulement celui des adolescents, mais aussi de leurs parents, afin qu'ils puissent réfléchir sur la façon de réagir avec leurs adolescents. Je vous parle ensuite du Bal des Folles de Victoria Mass. Donc dans ce court roman, on se trouve au XIXe siècle, à l'hôpital de la Salpêtrière, où des femmes sont internées parce qu'elles sont, entre guillemets, rejetées par la société. On va suivre Eugénie, qui, après avoir annoncé à ses parents qu'elle pouvait converser avec les fantômes, se retrouve internée par son père dans cet hôpital. Donc comme je le disais, elle va rencontrer tout un tas de femmes qui sont finalement rejetées par la société, soit parce qu'elles sont veuves, soit parce qu'elles ont été victimes de violences, soit parce qu'elles sont jugées honteuses par leur famille. Ce sont vraiment des femmes qui ont été mises au banc de la société. C'est un pan de l'histoire qu'on exploite assez peu et dont on parle assez peu. Ce roman, il m'a vraiment mise en colère, je l'ai trouvé révoltant, mais en même temps nécessaire, puisqu'il nous rappelle que les droits des femmes ne sont jamais acquis. Et puis, il nous rappelle aussi qu'en matière de santé mentale, on connaît finalement très peu de choses et qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. C'est vraiment un roman, je trouve, à découvrir et qui est hyper intéressant pour ce côté historique. Je vous parle à présent de Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, qui n'est autre que le 5e tome de la saga Hunger Games. Enfin, 5e tome, c'est plutôt le 2e préquel, puisqu'on revient dans le passé. Dans ce tome, on va suivre les propres Hunger Games de Haymitch. Haymitch qui est le mentor de Katniss et Peeta dans la trilogie initiale. Alors, j'ai adoré ce roman. Je pense que j'ai pas été la seule. C'est un roman que j'ai vu passer beaucoup dans les tops cette année. C'est un roman qui a été fait par Suzanne Collins pour les fans de la saga et je suis une fan ultime de la saga, donc je suis très contente d'avoir pu le découvrir. Il était très attendu. On avait vraiment envie de savoir comment Haymitch avait survécu à ses propres Hunger Games et puis comment aussi il était devenu ce personnage si sombre que l'on suit dans la trilogie initiale. Moi, j'ai adoré ce tome. On passe par toutes les émotions, on rit, on pleure, on est vraiment triste, on est en colère contre le Capitole, contre le président Snow et toutes les choses qu'il fait subir à ces jeunes dans cette arène. C'est un tome qui nous permet également de faire des liens avec la trilogie initiale, comme le premier préquel sur le président Snow. Et je trouve que sous couvert d'une dystopie fictive, Suzanne Collins réalise quand même une belle attaque du gouvernement actuel américain. J'ai vraiment adoré ce tome. Je vous parle ensuite du Temps des sorcières de Alix E. Harrow. C'est un livre qui est un petit peu difficile à résumer parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est un roman qui est assez long et j'ai vu que ça gênait pas mal de personnes. Moi, ça m'a pas du tout gêné. Je pense qu'il faut le prendre plus comme un roman d'ambiance que comme un roman d'action. Il y a de l'action, hein, bien sûr, mais on est quand même plus sur une ambiance et plus sur un sujet un peu plus subtil. En quelques mots, ce roman il nous narre le destin de 3 sœurs qui ont été séparées dans leur jeunesse par des événements dramatiques au sein de leur famille. Elles se retrouvent un petit peu par hasard et elles se retrouvent mêlées à un courant féministe qui est donc les suffragettes. Elles vont se retrouver dans une situation qui va totalement les dépasser et elles vont devoir choisir leur camp et certainement révéler des pouvoirs puisqu'on est dans un roman quand même de fantasy. J'ai, comme je le disais, vraiment adoré ce roman. Pour moi, c'est vraiment un roman d'ambiance. Il y a un système de magie qui est très intelligent, qui a été créé par Alix E. Harrow, qui mêle à la fois les contes de fées, tels qu'on les connaît, et à la fois la magie traditionnelle des campagnes, on va dire, qui mêle les plantes, les vers, etc. On a un petit côté charmed avec les 3 sœurs, les incantations, etc. Mais on est quand même sur quelque chose de plus sérieux. On a une vraie ode au féminisme et à la sororité à l'intérieur de ce livre, puisque ces femmes vont rencontrer d'autres femmes, vont s'unir pour faire front dans cette espèce de
chasse aux sorcières revisité dans un monde fantasy qui pourrait totalement ressembler au nôtre. Pour moi, c'est une très grande réussite ce roman et je le recommande chaudement. Je vous parle à présent de L'espace d'un an de Becky Chambers, c'est le tome 1 de sa saga Les Voyageurs. Dans ce roman de science-fiction, on va suivre un équipage qui voyage à bord d'un vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial, il est en charge de créer des tunnels pour relier les planètes les unes avec les autres. Alors j'ai vraiment été bluffée par ce premier tome. Je vous avoue que j'avais quelques a priori parce que Becky Chambers, elle est quand même réputée pour ses réflexions philosophiques et ses interactions entre les personnages et j'avais peur un petit peu de m'ennuyer. En fait, ça n'a pas du tout été le cas et j'ai été très agréablement surprise parce qu'effectivement, il y a ces réflexions philosophiques et il y a ces interactions entre les personnages qui sont vraiment extrêmement intéressantes, mais il y a aussi de l'action et c'est de l'action que je qualifierais de non violente. Et ça, c'est hyper intéressant parce que on est sur un récit qui est quand même haletant, qu'on prend plaisir à suivre, mais on n'a pas de grosses scènes de violence, on n'est pas sur une science-fiction malaisante, comme on peut en voir régulièrement. Là, on est vraiment sur une science-fiction positive, avec des personnages qui apprennent à vivre entre eux, avec des espèces qui apprennent à cohabiter entre eux, puisque, comme je le disais, on est dans une sorte de conquête spatiale où voilà, on est au courant qu'il y a d'autres planètes, d'autres espèces, etc. J'ai pris énormément de plaisir à suivre ces personnages. Chaque personnage, chaque membre de cet équipage a vraiment une place pour pouvoir raconter son histoire, parler de ses coutumes. Les personnages sont décrits de manière extrêmement graphique, ce qui nous permet à nous, lecteurs, de nous les représenter et de pouvoir nous faire une idée un petit peu de ces personnages qui évoluent à bord de ce vaisseau. Même l'IA est un personnage à part entière. On a énormément de réflexions sur la technologie, sur les relations interespèces, sur tout un tas de choses de science-fiction, mais je dirais de manière positive pour le coup. Le plus dur finalement dans ce roman, c'est de devoir tourner les pages et de se dire qu'on voit l'intrigue défiler et bientôt se terminer, puisque les autres tomes de la saga sont des tomes compagnons, donc on ne suivra plus ces personnages. Vraiment, j'ai adoré, je recommande à tous les fans de science-fiction et à toutes les personnes qui souhaiteraient découvrir de la science-fiction, mais sans avoir quelque chose de trop pesant. Je vous parle ensuite de L'année de grâce de Kim Liggett. Ce roman est un petit peu difficile à résumer puisque la 4e de couverture ne nous dit pas grand-chose. On sait juste que les jeunes filles de l'âge de 16 ans développent une magie très dangereuse et très puissante et que les villageois sont obligés de les isoler dans un camp pendant un an, le temps que cette magie se dissipe. Personne ne parle de l'année de grâce, on ne sait donc pas ce qui va se passer, on ne sait donc pas où ces jeunes femmes vont se retrouver et ce qui va leur arriver pendant un an. Et je trouve que c'est intéressant de justement ne pas vous en dire plus et de découvrir en même temps que notre personnage principal ce qui se passe dans ce camp et la nature de cette magie. Alors très clairement, j'ai adoré ce roman. On nous dit, en 4e de couverture, que c'est un mix entre Hunger Games, La Servante écarlate et Sa Majesté des Mouches, et c'est tout à fait vrai. Ce roman fait partie de ce que j'aime lire vraiment young adulte, et de ce pourquoi j'aime le young adulte, parce que on a un roman qui est vraiment intelligent. Il ouvre des axes de réflexion et il ne ménage ni son lecteur, ni ses personnages. C'est un roman qui est à la fois obsédant, haletant, parfois dérangeant, déroutant, mais la plume est tellement belle que l'autrice a vraiment réussi à créer une ambiance qui fait qu'on revient toujours à l'intérieur et qu'on se retrouve vraiment pris dans cette histoire et qu'on a envie de savoir la suite. L'autrice joue vraiment avec les codes du fantastique. On est parfois à la frontière entre l'onirique et le mensonge pur et dur. C'est une critique du patriarcat, évidemment, et des moyens qu'il emploie pour mater les femmes, quitte à instrumentaliser le peuple et utiliser la loi du silence. On retrouve aussi la cruauté typique de l'adolescence. On se rend compte que même dans une situation désespérée, les adolescents sont quand même capables des pires cruautés entre eux. Ça fait vraiment écho au livre Sa Majesté des Mouches de William Golding et ça permet aussi aux adolescents peut-être de se questionner sur leur façon de faire entre eux. C'est un livre que j'ai adoré, qui est vraiment très riche et que je recommanderais à un lectorat qui souhaite découvrir la dystopie féministe mais qui est encore trop jeune pour lire La Servante écarlate.
Je vous parle maintenant de ce magnifique roman de Manon Fargeton, À quoi rêvent les étoiles. C'est un roman qui est un petit peu difficile à résumer puisque la quatrième de couverture ne nous dit pas grand-chose. C'est un roman choral découpé comme une pièce de théâtre dans lequel on va suivre 5 personnages. Ces 5 personnages qui sont autant de solitude, en quête de sens de la vie. A priori, ces 5 personnages ne se connaissent pas, mais quand le destin s'en mêle, ils vont finir par tisser des liens et envisager la vie autrement. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment magnifique. La plume de Manon Fargeton est vraiment sublime. Les mots qu'elle emploie sont très justes. Il y a plein de phrases que j'ai annotées parce que je les ai trouvées vraiment mémorables, très touchantes. On côtoie des personnages d'âges différents, donc c'est un roman qui est marketé young adulte, mais que je trouve qu'il peut se lire à tout âge, puisque chaque personnage ramène son expérience de par son vécu et permet aux autres personnages de grandir. J'ai trouvé que c'était un roman qui était très doux, très bienveillant et porteur d'espoir. J'ai vraiment adoré et je le recommande à tout le monde. Je vous parle ensuite de Rien n'est noir de Claire Berest. Alors comme la couverture le laisse présager, ce roman biographique retrace la vie de l'artiste Frida Kahlo et sa relation tumultueuse avec le peintre Diego Rivera. J'ai écouté la version audio de ce livre, lue par l'autrice elle-même, et c'était vraiment magnifique. Le style de Claire Berest est vraiment ciselé, incisif. On sent que chaque mot est choisi avec une précision presque chirurgicale pour nous toucher vraiment droit au cœur. J'ai trouvé que ce roman était très juste, bouleversant, à l'image de l'artiste elle-même. Dans ce livre, on retrouve une Frida passionnée, ardente, qui aime la vie autant qu'elle déteste ce corps meurtri qui l'empêche d'avancer. Et pourtant, c'est ce corps meurtri qui peut-être fait d'elle l'artiste telle qu'on la connaît, puisqu'elle peint sa souffrance, on le sait. Et c'est à cause de ce corps, justement, qu'elle peut peindre cette souffrance et devenir cette immense artiste. C'est aussi un roman qui retrace la passion dévorante qu'elle voue à Diego Rivera. Une passion qui ne la quittera jamais et qui va presque la dévorer de l'intérieur. Chaque mot était sublime, chaque phrase était parfaitement bien tournée, parfaitement choisie. Vraiment, ce livre est une pépite. Pour finir, je vais vous parler de mon chouchou de cette sélection. Alors autant pour les autres, il n'y a pas de classement, autant pour celui-là, je peux vraiment dire que ça a été mon coup de cœur de l'année et mon livre préféré de l'année. Et ce n'est autre que Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Je sais que ce roman, on l'a vu partout ces dernières années et à juste titre. Dans ce roman, on va suivre Anne, une jeune orpheline qui a été adoptée par erreur par un frère et une sœur, qui espéraient adopter un petit garçon pour pouvoir les aider à la ferme. Finalement, cette petite fille bourrée d'imagination va conquérir le cœur des 2 fermiers ainsi que de toute la ville. Alors Anne, c'est vraiment l'héroïne parfaite pour moi. Elle n'est pas sans me rappeler par certains côtés Sophie, des malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. C'est une petite fille qui est vive, qui est pleine de vie, qui garde un côté innocent malgré les difficultés de la vie qu'elle a vécues. C'est une petite fille enjouée. Elle est vraiment adorable et j'adore la suivre et j'ai été émue à certains moments par ses réflexions de jeune fille et par la façon qu'elle a de voir la vie et de voir les choses qui l'entourent. C'était juste sublime. Lucy Montgomery a en plus cette capacité à nous faire voyager puisqu'elle décrit les paysages de l'île du Prince-Édouard comme personne. On imagine ces paysages foisonnants à travers les saisons puisque on suit Anne pendant toute une année. C'était vraiment magnifique. L'histoire était très mignonne, très touchante, très attachante. J'ai adoré ce roman. Voilà, on est arrivé au bout de ce top de mes lectures de l'année 2025. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!